Bonjour à toutes et à tous. On va commencer tout de suite ce webinaire, qui est le premier webinaire d'un cycle qui est organisé par DEFI. DEFI, c'est un club de dirigeants qui s'est donné comme objectif d'apporter un regard croisé opérationnel aux problématiques que se posent les dirigeants. Notre première thématique aujourd'hui, c'est la reprise à la barre du tribunal de commerce comme alternative performante et solidaire pour la croissance externe des entreprises. L'idée, c'est de pouvoir vous apporter des regards d'experts, des gens qui sont acteurs de ce type de reprise. C'est un type de reprise qui est assez méconnu de beaucoup de dirigeants de PME, alors qu'elle permet la pérennité des organisations et le maintien de l'emploi. Alors évidemment, c'est quelque chose qui fonctionne selon des règles, ce qui est assez évident, mais on constate une très belle pérennité à 5 ans, puisque sur les opérations qu'on a pu suivre les uns et les autres, on a un taux de réussite de l'ordre de 80% de maintien d'activité à 5 ans, contre des reprises in bonis qui des fois sont bien plus périlleuses par rapport à des problématiques évidentes. La première chose, c'est déjà de permettre à chacun de nos participants de se présenter. Je vais te passer la main, Eric. Le micro, Eric. Voilà, me voilà. Bonjour à tous. Eric Étienne Martin. Je suis connecté avec l'adresse de Pierre-Yves, donc c'est pas mon nom qui apparaît. Donc je suis administrateur judiciaire chez AgiUp. On est une société d'administrateurs avec 7 associés. On est des experts de la gestion de crise pour anticiper les difficultés et faciliter le rebond des entreprises et des entrepreneurs. On va évoquer aujourd'hui, donc dans un contexte très particulier de crise, comment on peut anticiper pour faire une croissance externe. L'intérêt de cette reprise, ce qu'elle peut apporter à une entreprise, l'idée c'est que il peut y avoir des opportunités dans la crise de croissance et de pérenniser sa propre activité en adjoignant des activités rentables qui ont quelques difficultés temporaires. Voir ensemble comment on peut trouver cette information de savoir qu'il y a une entreprise à reprendre. On a toujours l'impression que c'est compliqué, donc voir avec quels acteurs on peut travailler et comment on peut trouver cette information. Et puis enfin, essayer de voir quelle est l'attente du tribunal de commerce qui choisit le candidat repreneur et les projets, les copies qui lui sont proposés, sur quels critères et comment se passe la préparation de ce projet. Parfait, je te remercie. Amandine, est-ce que tu veux te présenter ? Oui, bonjour à tous. Déjà, merci d'assister à ce webinaire. Je suis vraiment ravie d'y participer également aujourd'hui. Donc, je me présente Amandine Vives, je suis avocate au barreau de Lyon depuis 2012 et je fais partie du cabinet Racine depuis 2014. Rapidement, donc Racine, c'est un cabinet qui a diverses implantations nationales. À Lyon, on a 3 pôles de compétences: immobilier, construction, donc droit public, contrat public, urbanisme, et le pôle dont je fais partie, qui est animé par Clafé associé, droit de l'entreprise, où en fait on va suivre nos clients entrepreneurs dans toutes les composantes en fait de la vie de la société, que ce soit au niveau du conseil, du contentieux, des contrats, du droit social. Voilà, avec la spécificité de pouvoir les accompagner un peu dans tous les domaines, dans la difficulté également, et malheureusement c'est d'actualité, mais également sur tout ce qui concerne la croissance, notamment la croissance externe, qui peut se faire, effectivement, c'est le sujet d'aujourd'hui, par la reprise à la barre du tribunal de commerce. C'est intéressant pour nous, effectivement, de participer aujourd'hui et de pouvoir faire connaître un peu ce sujet, parce qu'on se rend compte que c'est très méconnu, finalement, de la majorité des entrepreneurs comme possibilité de croissance externe, parce qu'on se rend compte que finalement, ça fait un peu peur, c'est méconnu, parce qu'il y a le tribunal de commerce, parce que toujours l'aspect tribunal effraie un petit peu, alors que ça peut être vraiment une opportunité de croissance à saisir, qui est également un côté solidaire. Donc voilà, je suis
heureuse de pouvoir vous présenter aujourd'hui la vision, alors là, plutôt juridique, plutôt audit de l'offre de reprise qui peut être faite. Merci Amandine. Thomas? Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Thomas Rodil. Je suis associé du fonds d'investissement Cyclades, qui est un des pionniers du métier de l'accompagnement d'entreprises et d'entrepreneurs du point de vue financier, puisque Cyclades existe depuis 1988. Nous accompagnons des PME, donc des sociétés qu'on définit comme employant 30 à 300 salariés environ, ou réalisant 10 à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Dans des problématiques de transmission, donc régulièrement des patrons fondateurs qui souhaitent passer la main à des personnes de leur équipe ou à des personnes qu'il faut aller chercher à l'extérieur mais qui n'ont pas les moyens de racheter l'entreprise. Donc, nous, on intervient dans ces contextes-là pour organiser du point de vue financier l'opération. Donc, c'est une première typologie d'investissement qu'on fait. Et puis, la deuxième typologie, c'est de participer au renforcement des fonds propres de sociétés qui, quelquefois, veulent acquérir d'autres sociétés, soit d'autres sociétés qui vont bien, soit des sociétés qui sont en difficulté. C'est la thématique d'aujourd'hui. Ça nous arrive régulièrement d'accompagner des sociétés qui veulent reprendre à la barre du tribunal des concurrents, voire des fournisseurs stratégiques ou des clients. Et donc, c'est ce dont on va parler, parce que jusqu'à présent, faire une croissance externe à la barre du tribunal, c'était très offensif. Mais je pense que dans les mois qui vont venir, ça sera aussi peut-être une action défensive pour sécuriser son environnement fournisseur-client. Et donc, on va parler de ça tous ensemble. Tout à fait, Thomas. Je te remercie. Cédric? Oui, bonjour à tous. Donc, Cédric Baudard, je suis associé au sein du cabinet Eight Advisory. En deux mots, Eight Advisory, c'est un cabinet de conseil en finance exclusivement. Donc, on est expert du chiffre sur trois grands métiers. La transaction, donc les audits d'acquisition et de cession, le restructuring, tout ce qui touche à la crise de près ou de loin, et puis sur les sujets de la transformation également. Donc moi personnellement, je suis associé de la ligne de service restructuring. Donc ça fait à peu près 15 ans que je fais ce métier. Donc j'accompagne un bon nombre d'entreprises et d'entrepreneurs dans le cadre de plans de cession. Donc c'est l'occasion aujourd'hui effectivement de parler, que je vous parle de l'intérêt d'un point de vue financier de la reprise d'entreprise en plan de cession, puisque ça présente effectivement pas mal d'intérêts, quelques risques aussi. Et puis, on parlera aussi de l'analyse financière en tant que telle pour préparer l'offre de reprise. Et puis, comment profiter de cette phase de préparation pour préparer en tant que telle la reprise de l'activité. Voilà, donc à tout à l'heure. Merci Cédric. Pierre-Yves, est-ce que tu veux présenter MCG? Oui, bonjour à tous. Pierre-Yves Fréminet. Je dirige le pôle industrie, services, distribution d'MCG Manager, qui intervient depuis une trentaine d'années auprès des organisations en leur apportant des solutions managériales opérationnelles. Nous sommes des opérationnels et nous ne faisons que cela. On intervient de manière durable dans toutes les situations de vie des organisations, quelles que soient les problématiques et les enjeux auxquels elles se trouvent confrontées, en particulier, bien évidemment, dans les situations particulières de crise, mais aussi dans des problématiques de croissance et de développement. En tout cas, quelle que soit la nature des missions, l'engagement d'MCG depuis 30 ans, c'est véritablement d'accompagner les organisations à pérenniser leur activité. Donc, sur ce sujet, aujourd'hui, j'aborderai davantage les aspects opérationnels sur la préparation d'une opération de croissance externe, en particulier lorsqu'on se trouve confronté à une entreprise qui est en difficulté et qui est reprise à la barre du temps, et comment l'intégrer de la meilleure. Ok, je crois que tu as un petit souci de connexion, Pierre-Yves.
Mais effectivement, tu seras sur cette partie d'anticipation et d'intégration post-acquisition, notamment par rapport à tout ce qui va pouvoir être lié au périmètre opérationnel. Très bien. Certains d'entre vous en ont parlé rapidement. Je pense qu'on a quand même un point à mettre sur le contexte aujourd'hui, mais sur un contexte très particulier. On va commencer par toi, Thomas. Tu es au contact de vos participations et avec vos dirigeants au quotidien. Aujourd'hui, quelles sont leurs préoccupations? Comment tu vois les choses? Oui, alors effectivement, chez Cyclades, on a une trentaine de participations. Donc, on a un panel de l'économie française en miniature. Bon, ce qu'on constate, c'est que globalement, on est très impressionné par ce que les dirigeants ont fait. Alors, ils ont peut-être, pour certains d'entre eux, déjà été confrontés à la précédente crise d'il y a une dizaine d'années qui leur a permis de prendre les bonnes décisions, mais ils ont été rapides, efficaces. Ils sont au four et au moulin et ils arrivent à peu près à tout gérer. Donc, la première chose qu'ils ont faite, c'est d'essayer de sécuriser leur activité. Notamment, il y en a beaucoup qui ont activé le prêt garanti par l'État, qui ont activé le chômage partiel, les reports de charges. Il y en a pas mal aussi qui ont profité de cette période de confinement pour entreprendre des tâches de fond. On a certaines de nos participations qui avaient des projets informatiques ou des projets de réorganisation industrielle et ils se sont dit, tiens, on n'a jamais eu le temps de le faire, donc c'est peut-être le moment de le faire. Ensuite, il a fallu relancer l'activité et remotiver les équipes. C'est pas simple parce qu'il y avait des gens qui étaient en télétravail, d'autres qui sont venus travailler à peu près tous les jours. Donc, il a fallu gérer les conflits potentiels, remettre tout le monde dans la même direction. On constate que c'est globalement plutôt bien fait. Et maintenant, il y a une nouvelle étape qui s'engage, qui consiste à bâtir un nouveau projet de développement. Alors, il va falloir bien sûr sécuriser son core business, sécuriser son environnement, j'en parlais au début. Il faudra être attentif aux fournisseurs clés, aux clients, et voir s'ils sont en difficulté, s'il ne faut pas envisager de les reprendre, on en parlera. Et puis, il y a le développement sur de nouveaux marchés. Et là, la croissance externe à la part du tribunal peut être aussi un sujet parce que si dirigeant d'une société qui va bien est attentif à son environnement, il va se rendre compte qu'autour de lui, il y a quelques sociétés qui vont battre un peu de l'aile et qu'il pourra d'une part, lui, croître et d'autre part, pérenniser ces sociétés en intervenant dans les contextes qu'on va évoquer. Donc, en synthèse, les dirigeants sont confrontés à de multiples problèmes opérationnels et stratégiques. Et parmi ces problèmes stratégiques, eh bien, il y a le sujet dont on parle aujourd'hui. Ok. Ce que j'entends dans ce que tu dis, ce qui est plutôt positif, c'est que la phase de sidération est passée. Ils ont plutôt bien réagi et ils sont plutôt sur une phase de redéploiement et qui leur permettrait de saisir des opportunités sur ce qui va se passer autour d'eux, c'est ça? Oui, tout à fait. Parfait, je te remercie. Eric, toi, tu es également au contact d'un grand nombre de dirigeants dans des situations qu'on comprend un peu plus compliquées. Comment tu vois les choses depuis le 17 mars? Alors, il y a toutes les mesures qui ont été décrites, de report de charges, de prêts, de chômage partiel, qui ont été utilisés par les entreprises. Nous, concrètement, je ne vais pas dire à nouveau ce qui vient d'être dit, mais concrètement, nous, on a accompagné donc AgiUp avec ses 7 associés, ses 10 bureaux. On a accompagné plus d'une centaine d'entreprises pour des PGE. On a obtenu 90 millions d'euros de prêts et ça concerne 4700 salariés. Donc, tout ça sur une période du 12 mars au 11 mai. C'est tout à fait exceptionnel. Les outils qui ont été mis en place par l'État sont efficaces. Des refus, on en a sur les doigts d'une main sur une centaine de prêts. Donc, il y a eu vraiment une solution d'urgence sur laquelle tout le monde s'est mobilisé. Ça donne une situation étonnante qui est qu'il n'y a pas de défaillance d'entreprise. Alors, d'une part, les règles juridiques ont été aménagées et l'état de cessation des paiements des entreprises ne s'apprécie qu'au 12 mars. Il est suspendu pendant la période d'état d'urgence sanitaire qui va jusqu'au 24 août. Donc, il y a on est dans une sorte de
de calme artificiel. La deuxième chose, c'est que l'activité des tribunaux a été perturbée par les mesures de Covid sanitaire. Bien que les tribunaux de commerce aient conservé une activité quasi normale pendant cette période, avec des choses tout à fait novatrices, comme des audiences en visioconférence, ce qui est vraiment à noter. Et j'espère que ça sera pérennisé, parce que c'est assez efficace. Ensuite, il y a une situation à venir très particulière, qui est de se dire il va y avoir des entreprises très endettées qui n'auront pas réussi à redémarrer leur exploitation et qui vont aller en procédure collective pour à la fois se restructurer et se désendetter. Donc, ça va être des plans de cession des actifs. Et c'est de ça dont on voulait parler aujourd'hui. Il y aura aussi des entreprises qui vont arriver avec trop de dettes pour être amorties sur 5 ans, c'est la durée prévisible d'un PGE, et qui auront besoin de restructurer tout l'endettement qu'elles ont avec une nouvelle situation d'exploitation qui est post-crise, avec moins de chiffre d'affaires, qui nécessitera de retravailler tout l'endettement dans une procédure collective. Et ça peut concerner des entreprises tout à fait rentables, simplement elles n'auront pas assez de rentabilité pour payer leurs dettes. Donc la procédure collective, la sauvegarde, le redressement judiciaire risque d'être un acte de gestion pour travailler son endettement. Là où avant c'était un stigmate en se disant celui-là il a fait faillite, demain ça sera peut-être un acte de gestion pour restructurer sa dette dans une période de crise. Dernière chose, ce qui a été évoqué aussi avant, moi je note qu'il faut vraiment se préoccuper de la question des salariés, rassurer. La question du Covid, elle n'est pas encore totalement derrière nous. Donc les salariés attendent qu'il y ait quand même de la rigueur dans les entreprises sur les gestes barrières. Ils sont quand même assez attentifs et ils sont inquiets sur l'emploi, de savoir si les licenciements sont à venir, et ça peut peser sur la productivité des entreprises. Donc il faut avoir un discours assez clair avec ses salariés pour garder la motivation. Ok, je te remercie. Effectivement, ce qu'on voit rapidement, c'est qu'on est sur une période de convalescence, et peut-être même encore en anticipation de cette période de convalescence. On est en tout cas sous perfusion, avec du positif, mais également, comme tu le précisais à très juste titre, cette dette qui est en fait quand même considérée comme une mauvaise dette, parce qu'elle n'a fait que mettre sous protection, mais sans avoir de capacité de déploiement ou quoi que ce soit. On en vient donc à notre première question. Donc, pourquoi reprendre une entreprise en difficulté? Pas mal de sujets ont déjà été évoqués. J'aurais voulu en parler particulièrement avec toi, Cédric, puisque tu accompagnes un très grand nombre de projets chaque année sur ce sujet-là. Et en plus, avec une double approche toujours, qui est liée au facteur du temps, qui est le facteur essentiel de ce type de reprise. C'est que d'un côté, on doit préparer une offre, mais d'un autre côté, on doit aussi préparer le J+1, quoi. Oui, tout à fait, Vincent. Alors, effectivement, la reprise, si tu veux bien, j'en parlerai peut-être en deuxième. Enfin, préparer la reprise, j'en parlerai en deuxième partie. Effectivement, avant de rentrer vraiment dans le cœur du sujet, je voudrais juste faire un petit rappel peut-être contextuel. N'oublions pas que quand on parle de reprise à la barre, de plan de cession, on parle quand même de reprise d'une entreprise qui a été en difficulté. C'est une société qui est a fortiori passée par un redressement judiciaire. Qui dit redressement judiciaire dit état de cessation des paiements, ce qui veut dire qu'elle a été en insuffisance de trésorerie et qu'il n'y avait pas pour elle de perspective de rentabilité. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on parle d'entreprises en difficulté. Comme Thomas le disait tout à l'heure, c'est des difficultés multiples. Il n'y a jamais qu'un seul facteur de difficulté. C'est lié à des problèmes financiers, bien sûr, mais aussi à des problèmes opérationnels, des problèmes juridiques, des problèmes organisationnels, des problèmes stratégiques. Donc, c'était vraiment un point liminaire, mais qu'on se rappelle qu'on est dans le contexte d'entreprise en difficulté et qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance de ce facteur-là pour, même si le plan de cession nous donne des leviers très importants qu'on va voir juste après pour pallier à ces difficultés, il y a quand même
tout ce background qu'il faut prendre en compte dans le redressement. Alors, j'en viens du coup aux principaux points d'intérêt d'un point de vue financier du plan de cession, avec les 3 principales caractéristiques du plan de cession, qui sont que l'on reprend les actifs uniquement que l'on choisit. Donc, on parle des actifs immobilisés, donc corporels, incorporels, financiers. Corporels, on va parler de l'immobilier qu'on va reprendre éventuellement, mais aussi des machines, des outillages, du mobilier, etc. Quand on parle d'actifs incorporels, on parle couramment des marques, des brevets, d'accord. Et puis les actifs financiers, on parle essentiellement des titres de participation que l'on peut reprendre. Donc là, il y a un sujet assez intéressant qui est l'évaluation des titres de participation que l'on peut reprendre dans le cadre d'un plan de cession, qui pourrait faire l'objet d'un webinaire à part entière. Donc, on reprend les actifs immobilisés qu'on choisit, on choisit les actifs qu'on va reprendre, et on choisit aussi les stocks que l'on va reprendre en déterminant un prix de cession pour chacun de ces actifs et chacun de ces stocks. On choisit aussi le nombre de contrats de travail que l'on veut reprendre. Et donc, comme vous l'avez bien compris, on ne reprend pas les passifs, sauf exception. Alors, pourquoi c'est un intérêt? Parce que en reprenant uniquement les actifs que l'on souhaite et les contrats de travail que l'on souhaite, ça permet déjà d'abaisser instantanément, le jour de la reprise, le seuil de rentabilité de l'entreprise. Puisque c'était une entreprise en difficulté, on va reprendre uniquement les actifs et les salariés que l'on souhaite, le nombre de postes de travail que l'on souhaite. Donc, ça permet de réduire le seuil de rentabilité, de réduire les coûts fixes. Je vous donne un exemple rapide, c'est un dossier que je traite en ce moment. Le délibéré devrait être probablement aujourd'hui, c'est la société Mavic, qui est un équipementier dans le vélo. Mavic faisait une perte en 2019 de 12 millions d'euros. Et rien qu'en travaillant sur les TSA, donc les contrats de prestation de services, et les charges de personnel, donc les contrats de travail qu'on reprend, les TSA, on gagne 10 millions d'euros, et sur les charges de personnel, on gagne 3 millions d'euros. Donc, rien qu'en faisant la sélection, alors derrière, il y a tout le travail organisationnel, derrière, naturellement, mais rien qu'en faisant la sélection des actifs que l'on reprend, des contrats qu'on reprend et des postes de travail qu'on reprend, on arrive déjà, rien qu'en faisant ça, à équilibrer l'exploitation. Et puis, il y a bon nombre d'entreprises aussi, comme un de mes clients dans le retail, qui ont vécu des dernières années difficiles, et plus encore là avec la période du confinement, du Covid, et donc qui ont un seuil de rentabilité qui est trop haut par rapport à leur rentabilité, et du coup qui n'ont pas les moyens d'entamer une réorganisation en interne, qui peut passer par un plan de licenciement ou un plan d'économie de manière un peu plus large, puisque ces plans d'économie coûtent de l'argent. Et ces entreprises n'ont plus les moyens de le faire. Et donc, si elles déposent le bilan, effectivement, c'est une vraie opportunité pour le repreneur de profiter, de reprendre les actifs souhaités et donc de reprendre finalement une entreprise quasiment saine post-cession. Alors, de ce fait, l'effort financier du repreneur, il se fait, dans le cadre d'un plan de cession, il se fait sur le paiement du prix de cession des actifs repris. D'une part, comme je disais tout à l'heure, un prix pour les actifs immobilisés et d'autre part pour les stocks. Sachant que, je fais juste une parenthèse, Vincent, c'est que ce qui est en général intéressant, c'est un peu une généralité, mais le prix de cession offert pour les stocks est décoté par rapport à la valeur de marché des stocks, ce qui permet en partie de financer la reprise. On y reviendra peut-être un peu plus tard. Et puis donc l'effort financier, il se fait aussi sur le financement du démarrage de l'activité dans la nouvelle structure, avec le financement des pertes intercalaires, donc c'est-à-dire les pertes d'exploitation éventuelles qu'on pourra faire les premiers mois de l'exploitation.
le financement du BFR de démarrage, parce qu'il faut réamorcer l'activité, et puis des investissements, et puis d'autres. Je fais juste une petite digression en parlant d'une alternative qui me semblait juste intéressant d'évoquer très rapidement. Je ne vais pas être long sur le sujet, mais une alternative au plan de cession, c'est éventuellement de reprendre la société dans le cadre d'un plan de continuation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, on ne va pas reprendre les actifs, mais on va reprendre les titres de la société qui est en redressement judiciaire à l'homologation du plan de continuation. C'est un cas assez spécifique, mais qui peut être intéressant dans certains cas. Ça peut être plus intéressant lorsque, notamment, le BFR à reconstituer peut être très significatif. J'ai un exemple très concret, puisque j'avais accompagné la société Chemoine, société lyonnaise dans la chimie, dans le PVC, qui avait été reprise effectivement dans le cadre d'un plan de continuation par Alain de Krasny et OpenGate. Pourquoi? Parce qu'ils avaient constaté qu'en plan de cession, la reconstitution du BFR nécessitait des dizaines, ou plutôt même des centaines de millions, parce qu'on parlait de 150 à 200 millions d'euros pour une société qui faisait à peu près 1 milliard de chiffre d'affaires. Donc 150 à 200 millions d'euros de reconstitution de BFR, c'est-à-dire qu'il faut arriver à amener cet argent pour financer le BFR. Donc, ils ont préféré reprendre les titres en plan de continuation à un prix faible, voire probablement 1 euro, et plutôt injecter du cash pour renforcer les fonds propres. Et ce qui est nécessaire en parallèle, c'est de ce fait négocier avec les créanciers le passif gelé pour, en général, un paiement cash d'une partie contre un abandon et souvent aussi peut-être un étalement sur 10 ans de ceux qui n'acceptent pas un paiement cash. Voilà ce que je voulais dire sur cette partie intérêt et plan de continuation. Oui, parfait. Et si je devais résumer, c'est que ça doit répondre à une stratégie, alors on en parlera après, et même une stratégie au moment où on fait l'opération. Et comme tu l'expliquais sur ce dernier point, ce qui va être important quand on va choisir l'une ou l'autre des options, c'est bien sûr de partir sur des éléments factuels, et notamment la constitution du passif, parce que certains passifs ne pourront subir aucun abandon de créance. Je te remercie. Eric, l'administrateur judiciaire est le gardien du temple aux côtés du dirigeant. Aujourd'hui, un candidat repreneur qui se positionne sur ce type de reprise, comment doit-il s'y prendre? Alors, effectivement, Cédric nous a proposé de regarder la reprise des titres classiques, moyen classique de reprendre une entreprise en reprenant le capital, à comparer à la reprise d'actifs qu'on fait à la barre, classiquement en plan de cession. Alors, c'est vrai que comparer ces deux moyens de prendre le contrôle d'une entreprise, ça peut nous donner un fil rouge dans la discussion, en sachant que la première appréciation, c'est de se dire je ne reprends pas les dettes. Et finalement, si je ne reprends pas les dettes, je ne reprends que des actifs, c'est plus sûr, j'ai plus de visibilité. Mais ça occulte un certain nombre de points que Cédric a évoqués, qu'on peut reprendre ensemble pour voir les avantages, les inconvénients de ces deux modes de reprise. Si, donc, à l'ouverture d'une procédure collective, le candidat ou nos auditeurs se disent j'ai un intérêt pour cette affaire, je voudrais la reprendre. Est-ce que je reprends les titres ou est-ce que je reprends le fonds de commerce? Alors, s'ils reprennent les titres, ils ont plusieurs avantages qui doivent être analysés. La première, c'est quand on reprend les titres, la loi prévoit que celui qui reprend les titres et qui présente un plan de redressement, qui paye le passif, il a la priorité. Ce qui veut dire en clair que si on reprend les titres, on évince la concurrence. Alors évidemment, sur des entreprises qui sont très intéressantes parce qu'elles connaissent une défaillance qui peut être facilement remédiée par leur preneur, alors soit que l'audit ait été fait par les conseils
qui montre qu'avec peu d'actions, on peut revenir à la rentabilité. À ce moment-là, ça transforme une entreprise en difficulté en cible de reprise intéressante. Et donc, il y aura plusieurs candidats. Et donc, en reprenant les titres et en se mettant d'accord avec l'actionnaire, on a un seul candidat. Moi, j'ai un exemple d'aujourd'hui qui va sûrement arriver dans tous les journaux dans les prochaines heures. C'est Famar Lyon, qui est une usine qui produisait de la chloroquine, que j'ai traitée avec Cédric d'ailleurs. Famar Lyon, on a eu de nombreux projets de reprise qui s'intéressaient en plan de cession. Mais finalement, les candidats ont opté pour faire un projet de reprise des titres. Donc Famar, c'est une usine, un site pharmaceutique à Lyon avec environ 300 salariés et qui produit sur une petite chaîne de la chloroquine et qui l'a rendu très exposé médiatiquement. Et donc, les candidats, au lieu de faire un projet de plan de cession qu'ils avaient commencé par déposer entre les mains des administrateurs, ils ont opté finalement pour un plan de redressement et ils se sont mis d'accord avec l'actionnaire et l'un d'entre eux a eu l'accord et ça a évincé toute compétition. Donc, premier avantage de reprendre les titres, c'est qu'on évite la concurrence. Deuxième avantage, c'est celui qu'évoquait Cédric tout à l'heure, c'est le BFR. Quand vous reprenez une entreprise avec sa trésorerie, vous n'avez pas reconstitué le BFR et ça peut avoir une différence d'investissement très forte à l'instant T. Au moment où vous reprenez, vous avez moins de cash à mettre. Le problème, c'est que vous reprenez la dette. Donc, moins de cash à mettre à l'instant T. En revanche, la dette à financer à l'avenir. Et donc, il faut que cette dette, elle soit compatible avec la vie de l'entreprise et notamment les CAPEX. Donc, il faut restructurer la dette et il faut avoir le temps de discuter pour la ramener à un niveau acceptable. Donc ça, c'est la reprise inhabituelle, un peu originale, en procédure collective des titres avec la dette. L'autre moyen, c'est le plan de cession et de se dire, là, on va dans ce qui est de plus classique. À ce moment-là, il faut identifier les actifs à reprendre, vérifier que le transfert de propriété est possible, parce qu'il y a des exceptions à la cession des actifs possibles, des clauses de réserve de propriété, des droits de préemption, des droits de rétention. Donc, il faut faire un audit assez poussé et s'entourer, je pense, d'une équipe de spécialistes, chacun faisant son métier. L'entrepreneur travaille sur son projet de plan et sur le retournement de l'entreprise et les conseils regardent les obstacles juridiques qui peuvent empêcher la mise en place du projet de l'entrepreneur. Il faut définir le périmètre social dans le cadre du plan de cession. C'est un élément clé et particulier du plan de cession, c'est que celui qui vient, ce n'est pas lui qui paye la restructuration, c'est le cédant qui paye les licenciements. Celui qui vient ne reprend que des contrats de fin, des postes de travail qu'il a choisis. Il ne choisit pas les salariés nommément, il choisit une liste de postes. Ensuite, il faut construire le business plan. Cédric en a parlé, c'est vraiment un élément clé, les moyens de financement, les perspectives d'exploitation et mettre en adéquation les charges et les produits. Donc c'est là-dessus qu'on va travailler, que se fait le travail d'audit et les échanges avec l'administrateur pour bien comprendre quel est le projet de l'entrepreneur. Faire attention on parle du principe de transfert d'actifs, mais il y a quand même quelques exceptions. Quand une banque a financé des éléments d'actifs, là on a eu le plan de cession de Tayrak il y a la semaine dernière, une chaîne de 27 magasins en France qui ont été repris en intégralité par Dreiger la carterie. Les fonds de commerce, ils avaient fait l'objet de travaux. Les banques avaient financé les travaux et ces prêts il restait du capital restendu. Ça a été transféré aux repreneurs. Donc, dans la reprise d'actifs, il y a une reprise de passifs souvent aussi. Donc, il faut l'avoir audité pour que le BP il tienne la route. Donc, voilà la gymnastique du plan de cession. Il faut faire attention, c'est un domaine bien particulier, ce plan de cession, parce que les délais sont inhabituels. Là, souvent, les entreprises qui vont chercher une solution de cession en redressement judiciaire, elles se trouvent très perturbées par la procédure collective. Les fournisseurs demandent des paiements comptants. Le cycle de production est quand même bien bouleversé par la situation de redressement.
Et souvent, l'horizon de trésorerie est restreint. On fait des pertes, le BFR augmente par les paiements comptants et il y a un crash de trésor qui est souvent à bref délai. Donc, le délai pour mettre en place un plan de cession, ce n'est pas celui d'un audit classique de cession d'entreprise qui dure entre 12 et 18 mois. C'est plutôt 2 mois, 2 ou 3 mois. Donc, il faut être prêt. Et je pense qu'il faut vraiment, dans cette période de crise, il faut que chacun sur son secteur se disant, bon, bah, un des moyens pour me permettre de passer la crise, ça va peut-être être de renforcer mon chiffre d'affaires par une croissance externe. Et j'aurai peut-être des opportunités de reprendre des concurrents intéressants avec un savoir-faire, avec de la rentabilité. Mais il faut commencer en fait à les identifier parce que chacun dans son secteur a à peu près une idée de qui est un peu fragile, qui a des dettes, qui connaît des difficultés par la perte d'un client ou autre. Donc, il faut anticiper au maximum et de façon à être prêt avec des partenaires financiers et une idée de ce qu'on veut faire au moment où l'opportunité se présente. Donc, encore une fois, c'est très, très court. Il faut ensuite présenter un projet qui soit conforme aux attentes du tribunal. Alors, tout le monde sait que le volet social, c'est un élément important de la lecture d'un projet par le tribunal, mais ce n'est pas forcément l'alpha et l'oméga. Ce n'est pas parce qu'on se présente devant le tribunal en reprenant le plus de salariés que forcément on emportera la décision. Il y a bien un triptyque qui est regardé par le tribunal, la pérennité du projet, le volet social et le prix payé qui permet de rembourser les dettes. C'est vrai que le prix payé est souvent sacrifié. Cédric le disait, on vend les stocks à des prix qui sont souvent décotés parce qu'il y a une notion de risque pour celui qui reprend et de financement de son besoin de fonds de roulement qui souvent se fait au détriment de la valeur des stocks. En revanche, si on accepte une dégradation du prix, c'est pour mettre en place un projet pérenne parce qu'il n'y a aucun intérêt pour le tribunal et les acteurs de la procédure collective à faire une vente pour retrouver celui qui a acheté 6 mois plus tard en n'ayant pas sacrifié les créanciers pour un projet qui ne tient pas la route. Donc, on est très attentif à la pérennité du projet et le nombre d'emplois. C'est vraiment les deux facteurs clés. Et pour la pérennité, c'est quels sont les moyens de financement qui sont mis au service du projet, quelle est la compétence de l'acquéreur, la cohérence de son projet. La reprise d'entreprise en difficulté, ce n'est pas vraiment fait pour des personnes physiques. C'est un processus où l'audit est souvent très bref, où le prix de cession est assez faible parce qu'il correspond à un risque très fort pour celui qui reprend. Et donc, des personnes physiques qui viennent pour réinvestir une indemnité de licenciement ou qui cherchent un projet entrepreneurial, ce n'est pas forcément le meilleur choix parce que le prix cache un risque qui n'est pas souvent celui qui peut être assumé par une personne physique. Donc, voilà les éléments clés sur le plan. Et après, il y a une question qui revient très souvent, c'est comment je trouve l'information. Alors, vous avez aujourd'hui un effort qui est fait par les administrateurs judiciaires pour rendre les offres accessibles. Souvent, on utilise les échos dans la page du vendredi. Nous, chez AGIUP, on utilise LinkedIn, donc sous mon nom ou sous celui de AGIUP, en temps réel, il y a toutes les annonces de sessions qui passent. Et c'est un moyen assez facile de les avoir en temps réel. Elles arrivent directement sur le téléphone portable de celui qui s'est connecté. Et donc, il y a aussi l'accès par tous les conseils qui font des travaux pour avoir des sites Internet, des interfaces qui permettent à des entrepreneurs de voir que leur conseil peut être présent sur une opération qu'il a déjà identifiée et qui leur amène une perspective de croissance. Donc, je pense que c'est beaucoup dans votre écosystème, dans votre environnement que vous trouverez l'information. Et il faut être ouvert dans cette période de crise. Merci Eric. Effectivement, je rebondirai sur ces 2 points. C'est cette double contrainte du temps qui nécessite donc d'être prêt et d'anticiper. Et cette contrainte qui est liée à cette discipline qui est très spécifique et sur laquelle il ne faut surtout pas s'improviser. On en vient à notre 2e question. Donc, maintenant qu'on a vu pourquoi, comment reprendre une entreprise en difficulté, et si justement je fais le lien avec cette phase d'anticipation,
Pierre-Yves, comment on peut réussir à être prêt le jour J? Alors, je voudrais d'abord rappeler que la croissance externe, elle s'inscrit dans une stratégie, évidemment, qui va répondre aux enjeux de marché, aux enjeux spécifiques au projet d'acquisition, qui va permettre de gagner du temps et qui remplit au moins deux objectifs. Le premier, c'est de pouvoir capter des parts de marché. Mais le deuxième, c'est aussi de résoudre au moins un point de blocage de la croissance interne de l'acquéreur, c'est-à-dire pouvoir mettre la main sur des savoir-faire ou des actifs qu'il ne dispose pas forcément en interne. Donc, cette croissance externe s'appuie sur deux piliers, une vision stratégique d'abord et un projet industriel. C'est vraiment les deux piliers qui vont permettre d'assurer la viabilité de la reprise. Alors, les points clés d'une démarche de croissance externe, il y en a plusieurs. Le premier, c'est vraiment de s'assurer que son organisation est adaptée à réaliser une opération de croissance externe. Sinon, il va falloir engager des actions qui vont lui permettre de dégager des marges de manœuvre. Donc, il faut qu'elle puisse rendre son organisation adaptée et adaptable à la croissance qu'elle veut réaliser. Donc, ça veut dire qu'il faut nécessairement faire un point zéro sur le positionnement de son entreprise, le marché, les concurrents, les attentes de clientèle, etc., les moyens qu'elle a mis en œuvre, la santé économique et financière de l'entreprise et se donner évidemment des perspectives sur sa visibilité à court, moyen, long terme, ses capacités, ses besoins de développement. Donc, il y a toute cette analyse de chaîne de la valeur, mais aussi avoir pris conscience de ses forces, de ses faiblesses, de façon à pouvoir à la fois ajuster sa vision stratégique, son projet industriel et également mettre en place, je dirais, des ajustements opérationnels qui vont lui permettre de rendre son entreprise plus pertinente. Et ensuite, une fois que cette première étape est franchie, la seconde, c'est de réunir toutes les conditions de succès finalement qui vont aboutir à cette croissance externe. La première de ces conditions de succès, c'est vraiment de définir l'équipe qui va être en charge du processus d'acquisition. Généralement, ces process d'acquisition font partie des projets qui arrivent une fois, deux fois, peut-être trois fois dans la vie d'une entreprise, donc qui nécessitent forcément des compétences clés pour pouvoir assurer la prise en charge d'un processus d'acquisition. Donc, ça va du chef de projet en passant par des partenaires, qu'ils soient experts comptables, avocats, notaires, conseils spécialisés, les acteurs d'audit opérationnel, etc. Cette équipe, elle est fondamentale. Si elle n'est pas définie en amont, notamment lorsqu'on reprend des entreprises à la barre du tribunal, le temps est tellement court que si on n'a pas défini les compétences clés qui doivent intervenir, on va rater l'affaire. Deuxième condition de succès, c'est d'activer le process. Et activer le process, ça veut dire d'abord détecter les cibles. Alors, Eric a mentionné un certain nombre d'outils qui permettent d'aller chercher l'information sur les cibles. On peut également s'appuyer sur une solution que l'on a développée au sein d'MCG, une solution technologique qui permet d'avoir une vision de 100% du marché dès l'ouverture de la procédure. Ensuite, il faut bien avoir aussi à l'esprit comment on va mener l'analyse de la cible. Alors bien sûr, souvent il peut y avoir des causes conjoncturelles, mais il peut y avoir surtout des causes structurelles qui peuvent être à la source des difficultés de l'entreprise. C'est bien de les avoir analysées parce que ça peut être le dirigeant qui a fait de mauvais choix stratégiques,
ça peut être la perte d'un fournisseur ou d'un client clé, ça peut être un virage technologique qui n'a pas été pris. Donc, il faut avoir tous ces éléments à l'esprit, y compris des éléments de rupture managériale ou d'une organisation qui est inefficace. Donc, il faut vraiment avoir une sorte de liste qui permet de checker les causes réelles de l'entreprise qui est en difficulté. Il faut aussi avoir une idée précise du niveau de convergence avec son projet stratégique, son projet industriel. Comment on va faire les liens de complémentarité au niveau des métiers, des marchés qui peuvent être visés, de la réaction des concurrents, bien évidemment, des conditions d'investissement, et puis l'analyse de risque. Évidemment, lorsqu'on reprend une entreprise à la barre du tribunal, il n'y a pas de garantie d'actifs passifs. Donc, cette analyse de risque, il faut pouvoir l'anticiper et donc avoir cette appréciation particulière que l'on va retrouver et qui vont nous permettre ensuite de mener les audits. Et puis, toujours dans ces conditions de succès, l'évaluation du potentiel potentiel de l'entreprise que l'on va reprendre à réussir sur son marché, avec de nouveaux moyens, de nouveaux outils, des investissements évidemment à prévoir. Eric parlait aussi de CAPEX. Donc, tous ces éléments sont indispensables pour pouvoir anticiper une bonne reprise. Et puis, il y a la construction de la roadmap d'intégration. Et là, on n'a pas tellement le temps. Déjà que les experts vont devoir réaliser l'offre de reprise, mais en même temps qu'ils réalisent l'offre de reprise pour le tribunal, il faut aussi construire cette roadmap d'intégration parce qu'une fois que le tribunal a décidé, on intègre la structure. Donc, on passe évidemment tous les éléments clés de la direction en passant par toutes les parties prenantes, la qualité, la R&D, la production, les achats, la supply, le système d'information. Bref, tous ces éléments clés qui vont permettre de réussir plus ou moins facilement le plugin de cette cible envisagée. Et puis, il y a évidemment toute la définition du montage juridique et financier de la reprise qu'il est nécessaire de bien anticiper en amont de façon à savoir comment tout ça va s'articuler avec la société qui reprend cette entreprise-là, d'autant plus si elle fait partie d'un groupe. L'autre point qui fait partie des conditions de succès aussi, c'est d'avoir cette capacité financière. On l'a beaucoup évoqué jusqu'à maintenant, Cédric en a parlé, mais qui va permettre de faire face, grosso modo, à 6 à 8 mois de BFR. Donc, c'est la mobilisation du cash disponible, c'est éventuellement l'apport des actionnaires, c'est un financement par emprunt selon l'apport et la capacité de la cible à pouvoir générer du cash. C'est la reprise avec des investisseurs, c'est le respect aussi peut-être de covenants bancaires dans le cadre d'un groupe. Donc, c'est important d'avoir identifié tous les leviers financiers qui vont permettre de reprendre facilement cette entreprise. Ensuite, il y a tout le dispositif d'intégration. Et ce dispositif d'intégration, encore une fois, ce ne sont pas des opérations qui se font de manière régulière dans la vie d'une entreprise. Donc, ce dispositif, il est aussi important que celui qu'on a défini en amont pour aller analyser les cibles et dérouler toutes les analyses nécessaires. Donc, ce dispositif d'intégration, il faut le calibrer en fonction d'un certain nombre de critères clés d'intégration. Est-ce que, justement, l'entreprise a déjà une expérience du management en matière d'acquisition et d'intégration, la nature des synergies qui seront attendues, la vision que l'on a plus ou moins claire du niveau d'intégration que l'on souhaite, l'ajustement du modèle opérationnel de l'acquéreur, et puis l'horizon temporel dans lequel va s'inscrire cette reprise. Première étape. Deuxième étape, la sélection du bon dispositif d'intégration qui est plutôt construit
non pas autour des fonctions métiers, mais plutôt autour des leviers de création de valeur. Et puis, la constitution de l'équipe, et généralement, dans le cadre de ces opérations, il ne faut pas hésiter aussi à faire appel à des compétences du marché ou des experts du marché qui ont la connaissance et l'expérience de l'intégration de ce type d'acquisition. Et puis, je dirais, la dernière partie, c'est l'intégration elle-même de l'entreprise avec un certain nombre d'étapes, mais surtout en déroulant la roadmap qu'on a définie bien en amont. Donc, je pense que la réussite du plan de reprise, elle va dépendre bien sûr de la qualité de la stratégie qui va être élaborée et de la mise en œuvre des politiques adjacentes, des aménagements qui vont être apportés à la structure qui est reprise, mais aussi du système d'information qui est mis en place, parce que là aussi, il faut pouvoir du jour au lendemain piloter intégralement l'entreprise qui a été reprise. Voilà globalement les points clés, en tout cas, pour anticiper la reprise et l'intégration de ces entreprises. Merci Pierre-Yves. Et c'est vrai qu'on parle très souvent dans ces cas-là d'équipe augmentée parce qu'il faut trouver le juste équilibre entre les ressources internes opérationnelles qui connaîtront bien la culture de l'acquéreur et des équipes spécialisées qui, elles, auront toute la capacité de pouvoir aider cet acquéreur à se projeter dans cette intégration et dans des délais extrêmement courts. Je vais reprendre un tout petit peu de hauteur par rapport à la partie détection avec toi, Thomas. Aujourd'hui, plusieurs de vos participations Cyclades ont fait des reprises à la barre. Et ce qui m'intéresserait, c'est que tu nous expliques un petit peu comment elles les ont détectées, ces opportunités. Tout à fait, effectivement. Et c'est fréquent que les entreprises dans lesquelles on investit fassent des croissances externes à la barre du tribunal. Bon, le premier prérequis, c'est que l'entreprise qui va faire l'acquisition se porte bien. On ne l'a pas dit, mais il ne faut pas l'oublier. Donc, sous cette réserve-là, le premier point, c'est d'être attentif à ce qui se passe dans son écosystème, de façon à être au courant le plus tôt possible, puisque le timing est contraint, donc être au courant le plus tôt possible, pouvoir choisir ses combats, parce qu'en plus, on aborde là probablement une période où il va y avoir beaucoup d'entreprises qui vont connaître des difficultés. Donc, il faudra choisir les combats qu'on va mener. J'entends par choisir ces combats, je veux dire qu'il va falloir essayer de comprendre les vraies raisons des difficultés des entreprises qu'on est susceptible d'acquérir et pas se fourvoyer et se mettre en difficulté en tentant une acquisition. Donc, il faut être attentif et il faut être reconnu par son écosystème comme un acquéreur crédible. Donc, il faut déjà avoir déclaré qu'on est acquéreur et puis il faut avoir une légitimité sur son marché parce que on se comporte bien, on a bonne réputation et on est donc rassurant parce que c'est une période d'inquiétude à la fois pour les salariés de l'entreprise qui est ciblé et pour son dirigeant, bien entendu. Il faut s'intéresser à ce qu'on a appelé les signaux faibles. Donc là, ça peut concerner des concurrents, mais ça peut concerner, j'en ai déjà parlé, l'écosystème, les fournisseurs et les clients. Donc si on s'aperçoit que certains fournisseurs demandent des délais de règlement plus courts ou que certains clients payent plus tard ou qu'on entend que les salaires sont payés avec retard, tout ça, ça peut pousser à s'intéresser de plus près à une entreprise qui est dans l'environnement dans lequel on évolue. On a une contrainte de temps qui est très courte, hein, on en a parlé tout à l'heure, on y reviendra. Et donc, tout le travail qui est fait avant que la procédure soit publique, c'est du temps gagné et ça augmente la probabilité de réussir l'opération, c'est-à-dire d'arriver à faire le deal et surtout de réussir l'intégration dont a parlé Pierre-Yves. Et puis, il y a un point qui est absolument fondamental. Si on est déclaré acquéreur, qu'on est reconnu comme un acquéreur crédible, qu'on est au courant, qu'on s'est mis en branle, c'est d'être choisi par les équipes. Donc, ça veut dire le dirigeant de l'entreprise et
les salariés de l'entreprise. Donc c'est pour ça que c'est très important d'être perçu comme quelqu'un de rassurant, qui a une bonne réputation, et de consacrer du temps à la reprise en amont. Voilà, donc il faut ouvrir ses antennes. En synthèse, il faut ouvrir ses antennes et il faut faire savoir qu'on est acquéreur. Et il faut bien se comporter vis-à-vis des équipes et vis-à-vis du dirigeant. Et c'est vrai que c'est un projet d'entreprise et que cette notion de légitimité, elle simplifiera énormément de choses parce qu'on n'aura pas à expliquer le pourquoi, en fait. On expliquera plutôt le comment. Donc aujourd'hui, OK, on a trouvé l'entreprise, on sait comment on veut y aller. Cédric, concrètement, on fait quoi? Il faut être pragmatique, hein. Donc, moi, je vais parler de la partie financière, hein, de l'offre de reprise, mais pour être pragmatique, il faut faire l'analyse de la reprise. Et donc, pour ce faire, c'est produire un business plan le plus finement possible. Pourquoi je dis le plus finement possible? Parce que on est dans un contexte particulier. En général, il y a des data rooms électroniques qui sont mises en place. Donc, on a un accès à l'information. Bon, si on connaît l'entreprise, on peut avoir pas mal d'informations. Si on n'a pas de relation privilégiée préétablie avec celle-ci, l'information peut être relativement limitée. C'est pour ça que je dis le plus finement possible. Et puis, il faut décliner ce business plan en prévision annuelle de trésorerie et même en prévision mensuelle de trésorerie pour chiffrer le plus précisément possible le besoin de financement du projet et le cadencement de ce besoin. C'est vraiment primordial. Je vais y revenir juste après pour préciser les choses. Et puis nous, ce qu'on aime bien faire, c'est synthétiser tout ça dans un tableau emploi-ressources. Un tableau emploi-ressources, c'est quoi? C'est vraiment la photo globale de toutes les dépenses qu'on va engager et toutes les recettes, hein, les ressources qu'on va mettre en place face à ces emplois. Alors, dans les emplois, très brièvement, qu'est-ce qu'il y a? Naturellement, le besoin maximum de trésorerie lié à l'activité, hein, lié à la reprise. Comme je disais tout à l'heure, on peut avoir une phase de perte d'exploitation pendant quelques mois, le temps de revenir à l'équilibre. Il y a les investissements qu'on va dépenser. Il y a le prix de cession qu'on va payer à la procédure pour les stocks et pour les actifs. Il y a aussi, faut penser à toutes les choses annexes comme la reconstitution des dépôts de garantie, hein, pour les baux commerciaux par exemple, les droits d'enregistrement dans certains cas, des cas spécifiques comme dans lequel j'ai croisé sur le dossier Tout par Gel, qui avait à peu près 1500 véhicules. Et ça fait 1500 cartes grises à financer. Donc on avait chiffré ça à peu près 300 000 €. C'est quand même loin d'être neutre. Donc ça, il faut y penser, il faut le mettre dans le plan de financement. Et puis, peut-être un stade plus loin dans ce tableau d'emploi, dans les emplois, c'est penser, au-delà de tout ce que je viens de dire, à la trésorerie minimum qu'on va vouloir laisser dans la société. Et encore plus loin, aux aléas, prévoir une enveloppe d'aléas pour avoir un matelas de sécurité. Voilà. Donc, tout ceci constitue grossièrement les emplois. Les ressources, c'est un petit peu plus simple à appréhender. Hein, donc, il faut que les ressources soient du montant des emplois, c'est-à-dire les apports en fonds propres, des financements bancaires. On peut mettre de l'affacturage pour financer le poste client lié à la reprise. Hein, ça permet de financer éventuellement le BFR de démarrage. Il peut y avoir dans certains cas des subventions. Et puis, comme le disait Eric tout à l'heure, c'est une société qui vient d'un redressement judiciaire, donc il y a en général plus de délai de règlement fournisseur. Donc la reconstitution dans le temps du crédit fournisseur ou de la négociation avec, de gré à gré avec des fournisseurs en particulier permet de gagner en BFR et ça constitue une ressource en tant que telle. Donc voilà grossièrement le tableau emploi-ressources. Et puis après, il faut aussi identifier les points particuliers. Ce que j'entends par points particuliers, les points spécifiques, c'est, je dirais, il y a 3 grandes catégories sans être exhaustif, mais dans le premier lieu, il y a les comptes prorata. Qu'est-ce que j'entends par les comptes prorata?
c'est en fait les dépenses qui vont être faites dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire au profit du repreneur. C'est-à-dire, je donne un exemple je reprends l'exemple de Toupargel. La société, dans le cadre de la procédure, a engagé des dépenses pour acheter des bûches de Noël et c'est le repreneur qui va recevoir les bûches de Noël pour les vendre à ses clients. Ces bûches de Noël, les achats de bûches de Noël, il va falloir que le repreneur les rembourse à la procédure, dans la majorité des cas, sauf accord spécifique. Ça, c'est ce que j'appelle donc les comptes pro rata. Il y a plein d'autres cas de figure. Le deuxième point particulier sont les passifs sociaux que l'on va reprendre. C'est pas obligatoire, mais souvent, le repreneur est amené à reprendre les passifs liés aux congés payés, au RTT, les indemnités de départ à la retraite, éventuellement des primes à verser, éventuellement le 13e mois. Je vous parlais tout à l'heure du dossier Mavic. Le délibéré va avoir lieu cette semaine-là. C'est-à-dire que le repreneur qui va être choisi va reprendre les actifs de la société, l'entreprise, fin juillet, et donc juste avant les congés du mois d'août. Donc il y a un mois, les congés du mois d'août, c'est 15 jours, 3 semaines. Donc le repreneur va devoir financer cette période de congés. Et puis, troisième catégorie de cas spécifiques sont les autres passifs repris. Ça peut être des dettes de crédit bail qui sont attachées à des actifs quand on reprend. Un exemple facile, c'est des machines ou des véhicules qui sont financés par crédit bail. Si on reprend ces actifs, on embarque avec la dette de crédit bail. Eric parlait tout à l'heure effectivement de financement bancaire attaché à un actif particulier. Ça, c'est des actifs qu'il faut absolument identifier. Donc là, il y a quand même un vrai travail d'identification de ces actifs. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est important pour le plan de financement. Il peut y avoir dans certains cas des clauses de complément de prix. Et il peut aussi y avoir dans certains cas des clauses de solidarité inversée pour les baux commerciaux. Donc, c'est-à-dire que le cessionnaire est solidaire des dettes du cédant sur d'éventuels passifs liés à des baux commerciaux, par exemple. Voilà, donc tout ça fait partie effectivement de l'analyse financière du projet de reprise. Ce qu'on aime bien faire aussi, c'est dans ce cadre-là de préparation, on va préparer la reprise en tant que telle. Dans des délais toujours très courts, comme ce qui a été dit précédemment. Et donc, nous, on aime bien constituer des groupes de travail pour chacun des sujets. Et l'objectif, c'est vraiment de traiter chaque sujet dans le cadre d'un atelier de travail qui va rassembler donc un certain nombre de responsables avec un objectif établi et un calendrier établi. Donc, tout ce que je viens de dire précédemment, tout ce qui a été dit précédemment, doit, selon nous, faire l'objet d'un atelier de travail. Donc, si on reprend très rapidement les différents sujets, lister les immobilisations qu'on va reprendre, c'est un atelier de travail en tant que tel. Lister les contrats de travail repris, c'est un atelier de travail. Élaborer les hypothèses du business plan, aller rechercher les passifs qui vont être repris, etc., etc. Il y a d'autres, pour terminer, il y a des ateliers qui sont un peu plus opérationnels, qui nécessitent un suivi. Donc là, c'est un petit peu ce que Pierre-Yves disait tout à l'heure, mais c'est juste pour donner peut-être quelques exemples pour que ce soit concret pour vous. Je pense notamment à la trésorerie opérationnelle. Encore une fois, je reprends l'exemple de Toupargel, qui est un exemple assez édifiant, puisque sur Toupargel, il y avait à peu près, compte tenu de la répartition de l'activité sur le territoire en France, il y avait à peu près 150 comptes bancaires et à peu près 500 TPE. C'est-à-dire que le repreneur doit anticiper les choses pour créer avec ses banques 150 nouveaux comptes bancaires pour que les livreurs puissent encaisser les
les commandes et doit du coup mettre en place, répartir les 500 nouveaux TPE sur le territoire. Il y a quelque chose qui ne peut pas se faire en 2 jours. Il faut que ce soit anticipé un minimum. Et donc ça, c'est vraiment très concret, très opérationnel. Et ça doit donc faire l'objet d'un atelier de travail. Pierre-Yves parlait du sujet industriel. Ben, c'est évident. Moi, dans ma vie, qu'on a dans le projet du repreneur que j'accompagne, il y a un déménagement d'un site industriel. Et donc, au jour 1 de l'entrée en jouissance, il faut qu'il y ait un plan d'action extrêmement précis avec des responsables pour chacune des tâches pour savoir exactement qui va faire quoi dans quel délai le premier jour de l'entrée en jouissance. Ce n'est pas quelque chose qui peut s'appréhender une fois que le tribunal a choisi votre offre. C'est forcément quelque chose qui doit s'appréhender en amont, malgré toutes les difficultés qui ont été citées jusque-là, qui sont les difficultés d'accès à l'information et surtout le manque de temps, parce qu'on est dans des délais très contraints. On peut citer après les sujets de gouvernance, établir un organigramme fonctionnel, qui fait quoi, qui est responsable de qui, etc. Il y a des sujets qu'il ne faut pas nier, c'est aussi la communication. Préparer la communication pour la reprise, les messages clés à transmettre, le planning de communication, quel support on va utiliser. Et puis, peut-être pour finir, quelque chose de très très concret, c'est les TSA, donc les contrats de prestation de services. Il y en a souvent dans ces sujets de plan de session, de reprise. Le plus évident, c'est l'IT, concernant l'informatique, qui peut être encore branché, s'il s'agit d'un groupe, au niveau de la société mère de l'ancienne entreprise. Et donc, il va falloir un certain nombre de semaines, de mois pour débrancher l'IT et le reconnecter dans la nouvelle entité. Et donc, ça, c'est aussi un vrai chantier qui doit faire l'objet d'ateliers de travail. Voilà ce qu'on peut dire sur le sujet, Vincent. Merci Cédric, merci. Et je crois qu'il y a un point qui est aussi très important à souligner, c'est que on prépare tout ça, mais à la différence d'une reprise in bonis où on est sous LOI et donc sous négociation exclusive, là on prépare tout ça en parallèle de candidats, on va dire adverses, et avec malheureusement la possibilité d'avancer sur un projet qui ne sera jamais déployé. Oui. C'est quelque chose C'est le jeu. C'est le jeu. Exactement. Dans tout ça, ce qui est important aussi, c'est d'apporter du cadre. Et là, c'est le rôle de l'avocat et donc le tien, Amandine, de sécuriser cette reprise, parce qu'il y a énormément de points qui ont été donnés. C'était très riche par les uns et par les autres. Je vous en remercie, messieurs. Mais voilà, comment je peux aussi, dans ces délais courts, avec cet accès plutôt contraint à l'information, comment je peux réussir à sécuriser mon opération pour éviter les mauvaises surprises post-acquisition. Et alors Vincent, donc mon intervention elle va venir vraiment en complément de celle de Cédric. Il faut savoir qu'on est vraiment dans quelque chose de particulier où on a un laps de temps très court et où il faut voir effectivement l'aspect financier qui est incontournable, mais également l'aspect juridique. Il va falloir sécuriser son offre. Dans ces cas-là, on est un peu, c'est vrai, un peu dans l'action, dans l'euphorie, on a peu de temps, on se dit qu'on reprend des actifs et que finalement, il y a assez peu de risques parce qu'on ne reprend pas de passifs, sauf qu'il faut quand même être vigilant. Et les audits juridiques, donc pendant cette courte période de préparation de l'offre, donc elle sert d'abord à sécuriser cette offre parce qu'il faut savoir qu'une fois que le tribunal a statué en faveur d'une offre de reprise, il pose le cadre et ce cadre, il va devoir être respecté quoi qu'il en soit. Mais je pense que c'est aussi, si on va un peu plus loin, savoir renoncer. Savoir renoncer parce que toutes les offres ne sont pas bonnes à présenter. Il ne faut pas se dire qu'il faut à tout prix. On a des concurrents, il faut faire la meilleure offre. Non, s'il y a un risque, il faut aussi savoir renoncer. Si on a un manque d'informations sur des choses très importantes, après, il y a des degrés, ça je reviendrai sur le sujet, mais il faut savoir, en tout cas, sur ce qui est prioritaire pour cette cible en particulier, peut-être des fois savoir se dire non, il y a trop de risques et pouvoir renoncer.
L'objectif des audits juridiques, c'est également de pouvoir calibrer le périmètre de la reprise. Parce que, comme on a dit, effectivement, on ne reprend que les actifs, mais pas tous les actifs. Et c'est un peu l'intérêt de l'exercice, c'est que on va proposer au tribunal, dans notre offre de reprise, la reprise de certains, alors sur les salariés, les contrats, voilà. Mais ça suppose avant d'avoir une connaissance de tous ces aspects avant de dire je reprends. Je reprends, oui, mais à quelles conditions? Et quelles seront les conséquences pour moi à l'avenir? C'est quand même assez important. Donc, on en a déjà parlé, mais effectivement, ça a été dit, mais je le rappelle parce que c'est important, on reprend des postes de salariés, un nombre de salariés, on ne reprend pas des personnes. Il faut aussi voir contractuellement quels sont les contrats de travail applicables, quelle est la convention collective applicable, ce qui va avoir des conséquences au quotidien, quid de la représentation du personnel. Voilà, donc il faut avoir une vision de tous ces sujets. Et ensuite, je rejoins Cédric sur l'aspect financier qu'il a développé, parce qu'on peut être amené effectivement, en plus du prix vraiment de cession, à prendre en charge, voilà, congés payés, RTT, tout ça. Donc ça, il faut bien l'avoir à l'esprit, parce que ça peut être en gros un supplément de prix. Ensuite, on a tout ce qui est attaché à l'activité. Donc là, on a tous les contrats, les assurances, fournisseurs, des contrats d'agents commerciaux, les autorisations nécessaires pour l'exercice de l'activité, parce que ça, c'est quand même un préalable important, financement, quid de la propriété intellectuelle, industrielle, est-ce que j'ai brevet, marque, est-ce que tout est bien déposé, est-ce que tout est dans les clous? Donc ça, c'est assez important d'avoir une vision globale là-dessus. Alors, en sachant qu'évidemment, on va établir des priorités selon l'activité de l'entreprise qu'on envisage de reprendre. Mais il faut quand même voilà, pouvoir lire les contrats, fouiller, voir quelles sont les conditions, parce que effectivement, on peut avoir des clauses contractuelles qui sont très contraignantes et qui finalement vont freiner l'activité. Donc voilà, c'est pouvoir mettre tout de suite des drapeaux rouges en disant attention sur ça, ça peut être très risqué pour la suite. Par exemple, on en a déjà parlé, mais le financement, quand j'ai un bien qui est financé et assorti d'une sûreté que le texte appelle spéciale, effectivement, on va reprendre les échéances du prêt qui restent à courir à compter du transfert de propriété. Par exemple, tout bêtement, si j'ai un nantissement sur le fonds de commerce, je vais récupérer la charge du prêt, et ça, il faut pouvoir l'anticiper. Idem pour le crédit bail. Et si on veut effectivement lever l'option, on reprend l'arriéré des échéances de crédit bail depuis l'ouverture de la procédure. Donc ça, il faut aussi pouvoir le garder en tête. Ensuite, on a tout ce qui concerne les locaux, et notamment, je pense au bail commercial. C'est quand même un élément essentiel, c'est l'élément essentiel du fonds de commerce. Donc ça mérite quand même un audit très particulier sur le sujet. Je donne un exemple tout bête, très concret, la durée du bail. Je peux avoir un bail qui est à 11 ans et demi. Et on sait que passé 12 ans, sauf exception, le bailleur va pouvoir donc proposer le renouvellement du bail, mais en fixant un loyer qui sera déplafonné d'office. En plus, on n'aura pas de lissage sur ce déplafonnement, donc ça peut être risqué économiquement de reprendre un bail en l'état sans anticiper ce que ça peut représenter. Il y a aussi évidemment, comme le disait Cédric, le dépôt de garantie à reconstituer, quel est son montant. Heureusement, sur le sujet, depuis la loi du 22 mai 2019, on a neutralisé les clauses de solidarité entre cédants et cessionnaires, donc ce qui apaise un peu les choses de ce côté-là et le risque économique. Donc voilà. Il faut vraiment avoir une vision globale des éléments. Est-ce qu'il y a des contentieux en cours? Est-ce que sur la fiscalité, on a quand même une solidarité fiscale qui peut s'appliquer comme dans toute cession de fonds de commerce? Donc là aussi, attention. La difficulté, là, c'est qu'on a une difficulté d'accès à l'information. On n'a pas tout de suite. Donc, il faut pouvoir identifier quels sont
quels sont par rapport à l'activité ce que je vais devoir auditer en priorité. Bon, l'aspect social, de toute façon, il passera toujours en priorité, quelle que soit l'activité. Mais ensuite, par exemple, on exerce une activité qui peut être considérée comme polluante, ICPE. Tout de suite, je vais regarder est-ce que j'ai les autorisations nécessaires. Ça, c'est incontournable. Donc voilà, il faut vraiment calibrer les audits en fonction de l'activité. C'est pour ça qu'il est important aussi, je pense, ça a été dit, mais je le répète, quand on présente une offre, de faire partie un peu du même écosystème, en tout cas de connaître l'activité, parce que si je connais l'activité, si je connais le modèle économique et le fonctionnement, je vais pouvoir aussi identifier quels contrats seront nécessaires à la poursuite de l'activité. Et ça, c'est essentiel, parce qu'il faut que je puisse dire dans un temps record, avant même l'audit juridique et aller au fond des clauses et tout auditer, de dire ça, effectivement, c'est indispensable pour la poursuite de mon activité. Donc, s'il y a un risque là-dessus, il faut absolument que je l'anticipe. Tout ça pourquoi ? Pour présenter une offre qui soit la plus détaillée possible, la mieux présentée possible, parce que c'est quand même l'offre qu'on va présenter aux organes de la procédure, au tribunal, et c'est sur cette base surtout qu'il va prendre sa décision et arrêter le jugement. Donc l'offre, il faut la travailler, il faut surtout la détailler, parce qu'encore une fois, c'est le jugement qui va arrêter les conditions de la reprise, et ensuite on y est tenu. Donc voilà, c'est vraiment cette nécessité d'anticiper en amont tous les risques juridiques qui peuvent se présenter, ce qui peut permettre d'anticiper les problèmes qui pourraient se poser et ou se dire, finalement, je ne veux pas présenter d'offre. Mais ça permet en tout cas de prendre une décision et de savoir dans quoi on s'engage, même si c'est dans un temps limité, il faut absolument le faire et c'est nécessaire. Ouais. Ok, merci Amandine. Et ce qui est très important, ça a été donné par les uns par les autres, mais de le préciser, c'est qu'on peut, dans le cadre de l'offre, demander une prise d'effet, une entrée en jouissance à J+1 du jugement. Ça veut dire qu'on ne rentre pas après dans une deuxième phase de préparation, c'est J+1 du jugement, on a les clés et on est responsable de l'exploitation. Très bien, je vous remercie tous. On arrive sur la conclusion. Pour cette conclusion, on a voulu utiliser deux chiffres qui sont issus d'une étude qui a été publiée par KPMG sur un certain nombre de plans de cession et qui illustre deux éléments qui ont été très largement relayés. Si je pars un petit peu en amont de ces deux chiffres, toujours dire que ces types de reprises, encore plus peut-être qu'une entreprise in-bonis que l'on va analyser, doit répondre à une stratégie parce qu'il va falloir aller très vite et donc il ne faudra pas avoir à se poser de questions sur le pourquoi on y va. Il faut aller toujours sur un secteur d'activité. Donc là, vous avez l'illustration géographique, mais également en termes d'activité au sens propre, sur lequel on est effectivement connu et reconnu. Alors, la différence entre connu et reconnu, c'est que la personne reconnue pourra très facilement, par ses réseaux, par ses habitudes, par sa reconnaissance de son secteur, retrouver une stabilité auprès des clients, auprès des fournisseurs, auprès des salariés, auprès même des financeurs. On l'a dit à plusieurs reprises, il faut être en amont, il faut être vraiment sur une phase d'anticipation et la meilleure façon, c'est d'avoir une veille permanente sur son écosystème pour pouvoir détecter, même avant l'ouverture de la procédure, les entreprises qui pourront donner lieu à une reprise à la barre. D'autant plus que cette étude KPMG a fait un ratio et s'est rendu compte que le délai moyen entre l'ouverture de la procédure collective et l'arrêt du plan de cession en faveur de l'un des candidats, c'est 135 jours. Et ces 135 jours ne sont pas dédiés à la recherche de candidats ou à la préparation des offres. C'est tout un processus qui va aboutir sur une réalité entre 30 et 60 jours qui permettront effectivement de rentrer sur le dossier, de préparer son offre, de rentrer ensuite dans une phase de bonification jusqu'à l'arrêt du plan. Donc il faut être en amont, il faut toujours pouvoir anticiper, et puis je crois que c'est ce qu'on voulait aussi vous faire passer comme message, être accompagné. Alors être accompagné parce que ce projet est très spécifique et qu'il nécessite d'avoir le maximum de savoir-faire, d'expérience pour pouvoir être dans les bonnes conditions.
Alors, on vous a un petit peu donné ici des contacts qui traduisent ce qu'on vient d'échanger. Et je me servirai de cette liste pour donner une dernière fois la parole à chacun d'entre vous pour conclure peut-être par un mot. On a plutôt bien respecté le timing, donc je pense que les messages ont été passés, mais c'est plutôt un mot. Et Eric, c'est toi, je te vois sourire, c'est toi qui auras le premier mot. Quel mot donnerais-tu pour conclure ? Écoutez, il faut anticiper ces opportunités qui vont arriver. Préparez-vous, commencez à y réfléchir, préparez votre projet, voyez vers quel axe de croissance vous pouvez aller et entourez-vous d'une bonne équipe pour commencer à réfléchir à ce sujet et être prêt le moment venu. Merci Eric. Amandine ? Je crois que tu as coupé ton micro, Amandine. Désolée. Ouais, je disais que je rejoindrais Eric effectivement sur le mot anticipation. C'est-à-dire que voilà, s'entourer, pouvoir anticiper, parce qu'une fois qu'on y est, une fois, on l'a vu, une fois qu'on a détecté l'entreprise, tout va très vite, tout s'emballe. Et si on est dans les starting blocks, ça ne peut que bien se passer. Très bien, merci. Pierre ? Oui, je crois qu'on a évoqué effectivement l'aspect d'anticipation. Moi, je dirais aussi l'équipe qui prend en charge, l'équipe d'experts qui prend en charge tous les sujets qui sont analysés aussi bien en amont de l'analyse de la cible qu'ensuite en aval dans la mise en œuvre et l'intégration. Très bien, je te remercie. Cédric ? Je pense que, je dirais en synthèse qu'il faut vraiment se préparer à fond, se structurer, comme on l'a vu, besoin d'être très rigoureux, d'arriver de manière forte. Et puis, c'est vrai que le point de vue d'Amandine était intéressant, c'est que il y a des opportunités et s'il y a trop de risques, s'il y a trop d'inconnus, il faut pas hésiter à décliner plutôt que de se mettre en difficulté après la reprise. Parfaitement. Merci. Thomas ? Oui, pour conclure, moi je pense qu'il faut être très attentif à son environnement. Il ne faut pas penser uniquement à croissance externe pour pouvoir se développer, même si c'est l'axe historique, mais aussi penser à sécuriser ses fournisseurs. Moi j'ai des participations qui me disent que elles ont des fournisseurs critiques qui sont parfois petits, que si ce fournisseur critique se casse la figure, ça les mettra en difficulté. Et donc, soyez attentifs à votre environnement, en particulier vos fournisseurs et vos clients, pas simplement vos concurrents. Regardez tout autour de vous en permanence. Merci Thomas. Et moi, je finirai par co-construction. Alors, co-construction, c'était un petit peu l'optique aussi de ce matin. C'est que vous avez vu qu'on avait tous des disciplines avec un certain tuilage, mais qui permet d'avoir vraiment une vision 360, vraiment une projection vers des projets qui peuvent être très complexes. Même des petits projets peuvent s'avérer très complexes par rapport à des problématiques particulières. J'étais très heureux d'animer ce webinaire avec vous cinq. Merci beaucoup. Les timings ont été plutôt bien respectés. Ça fait 2 fois que je le dis, mais je crois que c'était important de pouvoir rester assez concis. Et puis, donc, on a effectivement plusieurs autres sujets qu'on pourra évoquer par la suite. Mais c'était une très belle première expérience. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée.